il y a 100 ans, le parti nazi a été fondé à Munich. D'accord ? Donc tout est parti de là, et finalement de Munich, ensuite, ça a, on va dire, envahi l'Allemagne. Donc c'est pour ça qu'on parle de Munich comme berceau du nazisme. 1918, à quoi ça vous fait penser? La fin de la Première Guerre mondiale. Pour l'Allemagne, la défaite. Une défaite humiliante, mais enfin surtout le traité de Versailles. Très mal vécu par l'Allemagne, qui le prend très mal parce que c'est un traité relativement injuste, il faut bien le dire, qui dit que l'Allemagne est la seule responsable de la guerre et les Alliés demandent à l'Allemagne des réparations très élevées. Or, il se trouve qu'après la guerre, l'Allemagne est complètement ravagée économiquement, donc elle ne va pas l'accepter. Les nazis, ils sont nés dans ce groupe d'insatisfaits, d'anciens soldats qui n'acceptent pas la défaite et ils veulent une revanche. Deuxième thème, la révolution soviétique. Ça fait très peur. La révolution soviétique, elle essaie de faire des petits, d'avoir une influence sur l'Europe. Et en Allemagne, donc, il y a cette révolution et ça va faire très peur. Et donc, les nazis se trouvent dans ces groupes de personnes qui refusent le communisme et qui ont très peur du communisme. Hitler va proposer une alternative au communisme. Il vient d'Autriche, il a vécu un petit peu à Vienne et il va arriver en 1913 à Munich. Arrive la Première Guerre mondiale, il fait la guerre, non pas du côté autrichien mais du côté allemand. Il est même assez courageux, il a une médaille. Après la guerre, il se retrouve, il ne sait plus quoi faire, d'accord ? Il n'a plus de boulot, il est un peu un artiste, mais bon, c'est pas ça qu'il fait vivre. Alors, il entend parler de ce petit parti, le NSDAP, et il va devenir l'orateur de ce parti. Vous savez qu'Hitler, c'était un orateur né. Il se fonde sur l'antisémitisme. D'accord ? Hitler, il est foncièrement antisémite. Et d'ailleurs, il trouve avec les autres thèmes des connexions. Par exemple, pourquoi on a perdu la guerre ? Eh bien, à cause des Juifs. Et puis, en plus, les communistes, ils sont tous juifs. Là, c'est pas vrai non plus. Il y a quelques juifs parmi les communistes. Par exemple, Trotsky est juif. Mais Hitler va généraliser. Donc, dans sa peur du communisme et dans le refus de la défaite, il va trouver encore des éléments qui alimentent son antisémitisme. Donc Hitler va devenir peu à peu le Führer de ce parti, le leader de ce parti. Et Hitler, son objectif, évidemment, comme tout parti politique, c'est d'arriver au pouvoir. Donc il va faire un putsch, un coup d'État. Il part avec ses troupes. Vous voyez, ça c'est ses troupes. Ce sont en fait des SA, c'est des troupes militaires qu'il a créées, qui ont des armes, et il essaie de marcher vers le Parlement, parce qu'il y a un Parlement à Munich, de prendre le pouvoir, et puis après il espère aller vers Berlin, qui est la capitale. Mais l'idée c'est de commencer à d'abord prendre la Bavière. Le putsch est un échec, l'armée régulière, qui est contre les putschistes, elle va tirer, et il va y avoir 14 morts. Pour Hitler, ce putsch, il est extrêmement important. Parce que c'est vraiment le point de départ de sa carrière. Donc même si c'est un échec. Donc il est arrêté, il est en prison. Et qu'est-ce qu'il fait en prison ? Voilà, ce livre qui est très connu, un très gros livre, Mein Kampf. Et dans Mein Kampf, dès le départ, on est en 1924, tout est dit. Il dit déjà qu'il veut détruire les Juifs. Il dit tout de suite qu'il veut la guerre. Il dit tout de suite qu'il veut aller vers l'Est, vers la Russie, parce qu'il trouve que son peuple, les Allemands, est trop à l'étroit et doit envahir de nouveaux territoires. Donc Hitler, dès le départ, il a des idées de guerre, de violence, à la fois contre les Juifs et à la fois contre les autres peuples autour de l'Allemagne. En 1928, le parti est ridiculement petit, puisque maintenant c'est un parti qui veut arriver au pouvoir par les élections. Dans l'Allemagne, d'une façon générale, 2,6% des voix. C'est vraiment nul. Qu'est-ce qui se passe entre 28 et 30 ? La crise économique, exactement. On peut dire que c'est la crise économique qui a amené au pouvoir Hitler. Pourquoi ? Crise économique mondiale, ici en Allemagne, 30% de chômeurs. Hitler va jouer complètement cette carte. Ça se coupe
couple malheureusement aussi avec une instabilité politique. La République de Weimar, elle est toujours là au pouvoir. Cette République, elle fonctionne pas bien, elle est instable. Hitler, il va dire, moi, je ne veux plus de République, je ne veux plus de la démocratie parce que c'est chaotique. Donc Hitler se présente comme le sauveur de l'Allemagne. Dans cette situation de détresse économique, 30% de chômeurs, c'est quand même une personne sur 3, eh bien Hitler dit, c'est moi qui vais vous sauver, c'est moi qui vais créer des emplois. Avec moi, vous allez avoir une grande Allemagne, une Allemagne puissante. Avec Hitler, c'est très simple, il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Si vous votez Hitler, vous aurez la solution à tous vos problèmes économiques, politiques et aussi de prestige. C'est l'idée vraiment de reconstruire une grande Allemagne. C'est pas avec sa tête, c'est avec son cœur et avec ses émotions que les gens vont voter. Et en 1932, il est donc le premier parti d'Allemagne. Il va aller même jusqu'à 37% des voix en 1932. Du coup, le président de la République, un vieux monsieur Hindenburg, eh bien, il décide de nommer Hitler chancelier. D'accord ? Donc le 30 janvier 1933, l'idée aussi, c'est un peu de se dire, oh, Hitler, il crie beaucoup, il parle beaucoup, mettons-le au pouvoir, on va voir ce qu'il va faire. D'accord ? Donc un peu, on joue avec le feu. Donc Hitler, il est légalement désigné par le président de la République le 30 janvier 1933, Kanzler, c'est-à-dire chancelier. Hitler est arrivé au pouvoir et se trouve donc à la tête d'un pays et sa technique, elle est très simple, c'est la fin de l'état de droit, c'est-à-dire il va mettre fin à cette république et à cette démocratie. Et il va déjà mettre fin au parlementarisme. Vous savez, un parlement, ça veut dire qu'il y a des députés qui votent des lois. D'abord ils brûlent, puis après, dans la foulée, les communistes sont interdits, les socialistes. Hitler va interdire tous les partis. À la fin, il n'y a plus que son parti qui a le droit d'exister. Et même Hitler, à partir de 1934, il prend tous les rôles. Il est chancelier plus président. D'accord ? Il a tous les rôles. Donc en quelques mois, il va vraiment mettre fin à la démocratie, mettre fin au parlementarisme et mettre en place une tyrannie. Ce drapeau, qu'est-ce qu'il symbolise ? Il symbolise que la ville s'est nazifiée. Ça va se passer pour toutes les villes. Il va en fait nazifier la société au sens où il va mettre tous ces hommes, tous ces supporters aux positions de pouvoir. En revanche, tous ces opposants, où est-ce qu'il va les mettre ? Dans les camps de concentration. D'accord ? Donc c'est simple. Mes amis au poste de pouvoir, mes ennemis en camp de concentration. Les camps de concentration, une invention d'Hitler. Le premier, c'est Dachau en allemand, qui a 15 km. Entre le centre de Munich et ce camp, qui sera un camp modèle, le premier en Allemagne, qui sera un camp modèle au sens où après, quand les nazis voudront ouvrir d'autres camps, et bien, les gardiens viendront se former là, d'accord ? Donc un camp modèle où on va mettre des communistes, des socialistes, mais aussi des prêtres, des juifs, etc. Tous les gens qui ne passent pas dans la société d'Hitler. Ce que disent les nazis, c'est, dans leur propagande, c'est on va mettre les éléments dangereux pour la société. Okay, donc vous, bons bourgeois, dormez tranquille, car les personnes dangereuses, elles vont aller en camp de concentration. Il y a des Allemands qui sont de nationalité allemande, mais de religion juive. Et il y en a certains qui sont avocats, docteurs, dentistes, mais il y a aussi des gens qui ont des magasins, il y en a qui vendent sur les marchés. Et à partir du 1er avril 1933, vous vous rappelez, 30 janvier, Hitler arrive au pouvoir, 1er avril, donc c'est vraiment très très court, on a un boycott, c'est-à-dire on va interdire aux gens de rentrer dans les magasins juifs. Il y a un garde, c'est un SA, qui empêche les gens de rentrer en leur disant « mais tu ne vas pas aller chez les juifs, tu vois bien qu'ils sont juifs, on a mis d'ailleurs sur les plaques « juif, juif, juif », Jude, Jude, Jude ». Et donc comme ça, on empêche en fait les gens de travailler et de gagner leur vie. Il y a déjà tout de suite une violence contre les juifs. On les écarte de la société. Hitler, il va dire, eh bien, si tu veux faire partie de ma société, tu dois être arien. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas regarder dans ta généalogie, tu vas remonter dans ton grand-père, ton arrière-grand-père, et tu vas me montrer ton certificat, comme quoi il n'y a pas de juifs dans ta famille. Donc, la société allemande, elle va se définir selon un concept
de race. Et d'ailleurs, à partir de 1935, il y a les fameuses lois de Nuremberg qui disent bien qui est juif, qui n'est pas juif, qui est à moitié juif, qui est un tiers de juifs. Vous voyez, on va commencer d'ailleurs à lister les juifs. Hein. Comme ça va être plus facile après quand on va être amené à les déporter. La société, elle n'est plus une société de liberté. Hein. Vous allez être obligé de faire partie d'institutions, d'organisations nazies dès l'enfance. Les garçons, ils vont dans les jeunesses hitlériennes. Les filles, elles vont dans un truc aussi correspondant. Le garçon, hein, et l'homme après, c'est un soldat. Et la fille, à la maison, elle ne doit pas travailler. Hein. Hitler était contre le travail des femmes. D'abord parce que ça donne du travail aux hommes, hein, ça réduit le chômage forcément. Et puis aussi, elle doit s'occuper des enfants et elle doit en faire. Hein. Hitler disait 5 enfants minimum. 5 enfants parce qu'on veut faire une grande Allemagne hein, qui soit puissante. Hein. Et donc la femme, elle fait les enfants et en plus elle les éduque selon l'idéologie nazie. Voilà, donc la vision d'Hitler, elle est très conservatrice. Hein. L'homme, quand il travaille, il va dans un syndicat, éventuellement c'est un syndicat nazi. Quand vous êtes étudiant, vous adhérez au groupe étudiant nazi. Vous êtes avocat, vous adhérez au groupe d'avocats nazis. Vous voyez, vous êtes obligé d'être dans des institutions, vous êtes contrôlé. Vous n'avez pas à réfléchir. Vous écoutez les discours d'Hitler, ça c'est super important. Il y a aussi le cinéma à l'époque. Hein. Vous savez, le cinéma, il y a aussi pas mal de films de propagande. Qu'est-ce qui se passe si vous n'écoutez pas un discours de radio d'Hitler ? On peut se faire arrêter. On peut se faire arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui vous dénoncent, d'accord ? Ça va être aussi ça, la société nazie. C'est une société de dénonciateurs. Hein. Il y a des gens qui vous espionnent et qui, si vous ne faites pas partie des enthousiastes, si vous êtes un peu tiède, comme on dit, ou si vous avez fait quelque chose contre le régime, eh bien, vous êtes dénoncé, avec le risque de la mise en prison et du camp de concentration, d'accord ? Ici, à Munich, il y avait une Gestapo. Cette Gestapo, elle a super bien travaillé, d'accord ? Donc, elle arrête les gens et elle les torture. Hein. La Weisse-Rose, c'est ça qui leur est arrivé. Ils ont été dénoncés dans la grande université, ils jettent des brochures. Le gardien les voit et les dénonce. Et donc, ils sont arrêtés, ils sont à la Gestapo, ils sont torturés. Hein, et puis ensuite, ils vont être exécutés. Vous voyez, donc les deux pôles de la société, c'est d'un côté, je te séduis par la propagande, hein, et de toute façon, tu n'as pas à réfléchir, je te bourre la tête de ces idées, et de l'autre côté, si quand même tu veux penser d'une autre manière, eh bien, tu risques ta vie. Donc, vous voyez un petit peu la technique de cette société, qui est une société totalitaire, c'est-à-dire elle s'occupe de tout.